Bonjour à tous, je remercie tout d'abord Jean-Paul Langtin pour son invitation. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer l'année dernière. Puis je remercie aussi tout le comité d'organisation, les bénévoles, pour ces conditions très chaleureuses et vraiment très accueillantes lorsqu'on est intervenant pour venir communiquer auprès de vous. Donc je vais vous présenter du coup une présentation issue de ma thèse doctorale en sociologie de la santé mentale. Et du coup c'est parti, c'est une invitation au voyage. Alors, voici un petit, je vais aussi vous montrer un peu les coulisses. J'ai 99 slides à vous montrer en 45 minutes, donc c'est un défi que je me lance aujourd'hui. Et du coup, je voulais commencer avec un verbatim qui a vraiment impulsé aussi et donné du sens à ma recherche. C'était Madame N, à 63 ans, qui disait que quand on a des TOC, on ne doit pas essayer de devenir une personne normale, mais on peut tendre à devenir une personne équilibrée, car le sel de la vie, c'est de pouvoir choisir. Et on va garder ça en tête. Donc c'est une thèse qui a été élaborée à Paris Descartes, l'université Sorbonne Paris-Cité, en codirection internationale de thèse à l'université Laval et en partenariat avec l'ICM, qui est l'Institut du cerveau de la moelle épinière au sein de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc mon plan de communication va se répartir en 4 parties. Présentation clinique des TOC, c'est souvent une pathologie, un trouble qui est souvent minimisé. Description des obsessions et des compulsions, un changement de paradigme de la notion de qualité de vie au concept d'équilibre occupationnel qui est issu des sciences de l'occupation, occupational science dans les pays nord-américains anglo-saxons. Et enfin, sur le rôle de l'ergothérapeute au domicile des personnes présentant des TOC. Vous allez voir que ce rôle-là n'est pas du tout exclusif, il va plutôt essayer de s'intégrer au sein d'un parcours de santé. Présentation clinique des TOC. Du coup, il n'est pas sans savoir que les TOC sont un trouble de la santé mentale. Ils sont définis par 2 principales nosographies internationales. Tout d'abord, le DSM-5 et la CIM-10 qui classent les TOC par 2 séries de symptômes. D'une part, les obsessions et d'autre part, les compulsions. Voilà, c'est assez rapide. Si on veut aller un peu plus loin, les obsessions correspondent à l'irruption irrépressible dans la pensée d'une idée ou d'une image, angoissante voire déplaisante, alors que les compulsions correspondent à des comportements excessifs que la personne se sent obligée d'accomplir, même si elle en reconnaît le caractère absurde ou excessif. Or, les recherches neurobiologiques actuelles ont démontré l'origine des TOC par un déficit de capture d'un neurotransmetteur qui est la sérotonine, par les ganglions de la base. Il s'agit d'une région cérébrale, comme vous le savez, de part et d'autre de l'hypothalamus, qui va vraiment permettre le contrôle des capacités de flexibilité mentale et d'inhibition de certaines décisions, comme par exemple l'incapacité pour une personne de contrôler ses lavages de mains ou les difficultés à résister au comptage des objets. Oui, il y avait une petite animation qui était associée. Alors, du coup, par ailleurs, les TOC sont la 4e pathologie de santé mentale la plus fréquente après les troubles phobiques, les addictions ou les troubles dépressifs. Je vois pas mes animations, je vais regarder la présentation. C'est bon, ok. Et du coup, au niveau de la prévalence, les données épidémiologiques indiquent que les TOC touchent 2 à 3% de la population générale, soit en France, plus d'1 million de personnes qui sont touchées par les TOC. Donc c'est quand même pas mince. En outre, les TOC font partie des troubles de la santé mentale les plus invalidants, au même titre que la schizophrénie ou les addictions. Au niveau de l'âge d'apparition des TOC et du premier recours aux soins, on a plusieurs études qui montrent que l'apparition des TOC arrive au niveau de l'adolescence, exactement à 16 ans et demi, et il faut attendre presque 10 ans avant que les personnes s'engagent dans une démarche de recours aux soins avec leur médecin traitant, un psychiatre, un psychologue. Donc, vous avez vu que pendant 10 ans, les personnes vont être animées par la dissimulation de leur TOC et le fait aussi d'être tellement engagées par de la honte qu'ils ne vont pas forcément pouvoir en parler. Il y a des échelles diagnostiques des TOC, il y a Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, qui font office d'autorité, mais après l'interprétation avec l'époque, la personnalité obsessionnelle compulsive de façon infraclinique est tout à fait contestable, donc elle ne fait pas consensus, et on va monter en sévérité au fur et à mesure de l'évaluation. D'après une étude réalisée en France en 2008, auprès de 360 patients présentant des TOC, il ressort que 57% des personnes concernées sont des femmes, contre 43% d'hommes. Il a noté que les TOC surviennent plus précocement chez les hommes. Dans cette même étude, il s'avère que près de 57% des participants étaient célibataires en raison de difficultés liées à la gestion des obsessions et de contamination et des compulsions de lavage. Et les TOC affectaient significativement leur qualité de vie, plus particulièrement leurs relations sentimentales et intimes. Enfin, cette étude fait le constat alarmant que près de 20% des personnes présentant des TOC ont déjà tenté de se suicider. Ceci indique le niveau de gravité important des troubles et la souffrance endurée quotidiennement par les personnes. Au niveau de la description des obsessions et des compulsions, on identifie de façon assez schématique 7 obsessions,
avec les obsessions de collection, d'accumulation, les obsessions de contamination, avec la préoccupation importante liée à la saleté ou les microbes, les obsessions à thème agressif, où la personne perçoit des images d'horreur ou manifeste une peur de blesser d'autres personnes par négligence. Il y a des obsessions compulsions somatiques ou formes sévères d'hypocondrie, c'est-à-dire de tomber malade. On a des obsessions sexuelles pour lesquelles les contenus des idées a attrait au contact avec les enfants, voire au niveau de l'inceste. Des obsessions de symétrie, d'ordre, d'exactitude, comme la vérification systématique et journalière des dates limites de consommation, comme dans un supermarché ou un magasin. Et enfin, les obsessions religieuses, avec une préoccupation liée au sacrilège et au blasphème. Dès que la personne va fauter, il y aura un temps vraiment de prière très important et de pensée religieuse. Là, on a vu les 7 obsessions, et de l'autre côté, il y a 6 compulsions, avec les compulsions de lavage et de nettoyage, qui vont vraiment prendre du temps et un temps important quotidiennement, et ce tous les jours. Les compulsions de vérification, d'ailleurs, qui n'a jamais douté d'avoir bien fermé la porte ce matin avant de venir ici? Je vous mets au défi, moi ça m'arrive de temps en temps. Les compulsions de répétition, qui sont souvent fréquentes et transitoires chez les enfants, qui vont du coup commencer à avoir des petites pensées magiques en répétant certains gestes ou certaines actions. Les compulsions de comptage ou arithmomanie, où les personnes vont trouver dans leur quotidien tout à fait plein d'objets, plein de situations qui vont pouvoir allègrement les compter, ce qui va donner un effort très important au niveau cognitif et de fatigue mentale. Des compulsions d'ordre et de rangement, donc c'est tout à fait plaisant des fois de travailler sur un espace bien rangé, mais quand le temps de rangement est supérieur au temps de travail, la balance n'est pas bonne. C'est ce qu'on dit souvent aux étudiants lorsqu'ils sont en période de mémoire de fin d'études. Et enfin, les compulsions de collection, où la peur de jeter ou de perdre une information, c'est pour cette raison que des personnes vont souvent stocker des journaux, de la presse, pour ne pas perdre une information, de peur de l'oublier. Il faut savoir que les TOC sont des troubles en soi, ils ont été écartés des troubles anxieux, même s'il y a une composante anxieuse dans les TOC, et il y a des troubles reliés aux TOC, comme la trichotillomanie, le fait d'arracher de façon compulsive les poils ou ses cheveux, la silogomanie ou thésaurus pathologique, c'est vraiment de façon très massive, l'environnement domiciliaire est vraiment impacté. La dysmorphophobie ou la déformation de l'image du corps. Et enfin, la dermatillomanie avec l'arrachage compulsif des croûtes de cicatrisation. C'était voilà, juste pour vous mapper un petit peu ce trouble des TOC qu'on n'en parle jamais assez. Alors, au niveau du changement de paradigme, au niveau du rythme, c'est bon? Ok, parfait. Parce que j'ai 99 slides à vous faire passer. De la notion de qualité de vie au concept d'équilibre occupationnel, qui est un peu un concept nébuleux. Peu d'études ont évalué les effets des TOC sur la qualité de vie et plus précisément leur retombée dans les activités de la vie quotidienne. C'est quand on mène une thèse ou quand on mène une recherche, on doit faire l'état de l'art, la recension des écrits. Et l'OMS définit la qualité de vie, comme vous le savez, comme la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le système de valeurs, de culture dans lequel il vit, avec ses objectifs, ses attentes, ses normes, ses inquiétudes, en lien avec sa santé physique, son état psychologique, ses relations sociales ou encore ses croyances personnelles. Et devant ce constat de ce concept vraiment merveilleux, multidimensionnel, je me suis dit, c'est génial, c'est ça que je vais garder. Sauf qu'il y a, au moment où j'ai mené ma thèse, aucun instrument qui évaluait précisément la qualité de vie des personnes qui ont des TOC. Et du coup, toutes les études que j'ai identifiées étaient menées par des médecins qui avaient une vision très sanitaire liée à la santé de la qualité de vie. Donc j'ai décidé de mener une étude de la portée, ou scoping review. L'étude de la portée, c'est un outil vraiment pertinent pour délimiter l'étendue d'une thématique de recherche encore peu explorée. On peut la comparer dans les recherches quantitatives aux revues systématiques, mais là on est vraiment sur un autre devis de recherche. Et cet outil méthodologique cartographie les éléments de preuve existantes dans les écrits scientifiques, mais aussi dans la littérature grise. Donc dans les documents fournis par les associations d'usagers, par les rapports des sociétés scientifiques ou savantes, par des thèses doctorales, des mémoires d'étudiants. Alors, les objectifs de cette étude de la portée étaient de mettre en évidence les composantes de la qualité de vie des personnes qui présentaient des TOC, d'identifier les variables qui modifiaient leur qualité de vie et d'analyser les retombées des TOC sur les activités de la vie quotidienne.
Alors, au niveau de la méthodologie, c'est là je me permets de vous montrer un peu les coulisses des publications. Du coup, on s'est basé sur la révision de la classification internationale du fonctionnement, donc la CIF en 2001, qui a vraiment inscrit de façon profonde des modifications sur les représentations du champ du handicap et de la santé. Et donc du coup, notre recension des écrits a été menée à travers 5 bases de données, donc CINAIL, je rejoins Monsieur Delmas qui parlait de cette base de données qui est vraiment importante dans la francophonie pour permettre à nos étudiants et nos confrères et consoeurs de mener des recherches de bonne facture, Cochrane, Medline, PsycInfo et Scopus. Donc pour être retenu, les articles devaient être publiés depuis la CIF, qui a été un moment important de représentation du handicap, et 2015, le moment où on a mené l'étude. Plusieurs mots-clés du Thésaurus Mesh ont été mobilisés. Un thésaurus, c'est un répertoire structuré de mots-clés ou de termes et qui ont été associés afin d'optimiser les résultats d'indexation, surtout quand on n'est pas bon en anglais comme moi. Donc du coup, on va s'aider de savoir quels sont les bons mots-clés qui sont associés à ceux qu'on utilise en français. Au niveau de la méthodologie, on va commencer à formuler des équations de recherche avec une syntaxe composée de mots-clés, de troncatures, ces petits astérisques là, quand vous regardez child ou adolescent, c'est child, children. Donc du coup, on va pouvoir prendre, peu importe la suite du mot, on va toujours les intégrer dans notre recherche. Et des opérateurs booléens, c'est les AND, NOT. Donc AND, je vais associer, je vais faire une recherche associative. Et NOT, je vais plutôt retirer des éléments. Et là, je voulais faire une recherche que sur les adultes et pas les enfants. Donc je retire les enfants de mon équation de recherche. C'est ce que je voulais dire juste après. Alors, au niveau de l'interrogation des bases de données, j'ai identifié 1458 articles en lien avec mathématiques, finalement, quand même été explorés. Et voici comment on va du coup un peu répartir. On parle de diagramme de flux dans une revue systématique. Là, on va plutôt parler du coup d'un schéma structurel. Donc avec mes 1458 articles ou résultats qui vont être répartis par mes bases de données. Et on aura un premier tri après lecture du titre et de l'abstract. Et après sur les contenus avec un tri final à 22 articles sélectionnés. J'ai utilisé, et ça c'est juste pour information, Zotero, qui est un logiciel gratuit de gestion des données documentaires et la possibilité d'importer des métadonnées, donc c'est-à-dire les références bibliographiques, ce qui permet d'exporter vos bibliographies à la fin de votre document. Alors, au niveau de ma recherche, du coup, c'était sur la qualité de vie des personnes qui ont des TOC. Il y a eu 22 écrits qui ont été retenus, 3 publications seulement ont plus de 10 ans, donc c'est quand même une thématique assez récente. 87% des articles ont été publiés entre 2005 et 2015. Un peu moins de la majorité des articles retenus viennent des États-Unis et de l'Allemagne. On n'a pas forcément identifié la raison, mais on l'a quand même fait le constat. Et aucune recherche en France n'a été menée sur la qualité de vie des personnes qui présentent des TOC. Donc voici une partie un peu moins digeste, c'est celle du coup de la présentation de la Scoping Review. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas forcément d'instrument qui permettait d'évaluer de façon spécifique la qualité de vie des personnes. Donc, on a regardé les devis qui étaient publiés. Donc là, ce sont une partie sur les colonnes des auteurs. Donc, on les a répartis là par ordre alphabétique. L'année de publication, le lieu de l'étude, le N, donc c'est la taille de l'échantillon de chacune des études, et le devis de recherche. On est pratiquement à chaque fois sur un devis quantitatif avec des tests standardisés qui ont été proposés à des patients. Ce qui m'intéressait, moi, dans cette recherche, c'était plutôt savoir quelles étaient les échelles d'évaluation qui ont été utilisées. Donc c'est la dernière colonne, avec 4 échelles qui sont sorties du lot systématiquement. La SF36, la WUCOL, qui est celle de l'OMS, la QLSQ ou encore la COLI. Donc une fois que j'ai identifié ces échelles, je les ai analysées et j'ai essayé de répertorier les questions par rapport à des thématiques liées à la qualité de vie. Donc regardez, dans la SF36, en fait, l'activité physique, la limitation due à l'état physique, le critère, c'est la santé physique, comme je vous l'ai montré dans le schéma, la définition de la qualité de vie. Pareil pour la WUCOL, la santé physique, psychologique, relations sociales, environnementales. Et une fois qu'on a identifié ces questions, ces catégories, on a regardé les critères. Donc vous voyez que chacune des échelles d'évaluation de la qualité de vie ont pour composante d'évaluation la santé physique. De même pour la santé mentale, ce qui est plutôt rassurant pour la qualité de vie, la dimension sociale, et vous avez vu que la SF36 qui est la plus utilisée, elle se termine par ça. Donc ce qu'on pourrait considérer comme, c'est souvent un reproche qu'on fait à la SF36, c'est plutôt une échelle dite biomédicale, on ne va pas forcément prendre en compte les environnements, chose que va faire la WUCOL, mais pareil, elle va être saturée. Et finalement, ce qui s'avère la plus intéressante, c'était la COLI,
qui permet d'avoir un modèle biopsychosocial, écologique et occupationnel de la santé et de la qualité de vie. On avait aussi comme objectif de pouvoir identifier les variables médiatrices et modératrices. Médiatrice, c'est toujours un effet positif. Je dors bien, du coup, je vais avoir moins de TOC. Donc, et la variable modératrice, c'est ça va moduler. Le fait de vivre en couple pour une personne qui a des TOC, parfois ça va être une bonne chose pour sa santé, parce que ça va être son conjoint ou sa conjointe qui va laver la vaisselle. Parfois ça va être une mauvaise chose, parce que si son conjoint ou sa conjointe lave la vaisselle, je dois repasser derrière. Donc du coup, ça va moduler, c'est pas toujours parce que je suis en couple que je vais me sentir mieux. Donc voilà ce qu'on avait fait sur nos 22 articles. C'est pas forcément, donc on a vraiment été pioché à l'intérieur des articles. Et vous voyez, quand le petit rond, c'est des variables modératrices, et l'environnement de vie et de travail, là je vous l'ai sorti comme ça, c'est une variable modératrice. Inversement, la qualité du sommeil permet du coup la meilleure gestion de ses TOC et de sa qualité de vie, où les traitements pharmacologiques ont plutôt une visée positive. Pour les retombées des TOC, cette fois-ci les préjudices des TOC sur la vie quotidienne et la qualité de vie, eh bien on identifie, là on va du coup compter le nombre d'occurrences, la fréquence des situations, qu'il y a des retombées importantes sur la santé physique, la douleur, l'intégrité corporelle, de la même façon sur la participation sociale, qui est vraiment le facteur le plus qui a le plus de préjudice par rapport au TOC, sur le temps consacré aux loisirs, aux activités culturelles, à la spiritualité, idem pour les rendements au travail, l'avancement en carrière. Les dépenses et les ressources financières ont été très peu documentées, mais ça nous a permis d'identifier quelque chose de vraiment intéressant pour pouvoir l'explorer au cours de ce projet de doctorat. Ou encore le bien-être mental et psychique, qui est tout à fait en lien avec la trouble de santé mentale. Donc finalement, à l'issue de tout ça, on s'est quand même rendu compte qu'en identifiant les devis de recherche, la notion de qualité de vie n'est pas forcément correspondante avec le concept de quality of life. Et peut-être qu'en France, il faudrait qu'on associe davantage la notion de qualité de vie avec la participation sociale pour prendre en compte les occupations au sein des communautés, prendre en compte les environnements de soutien, la vie productive et satisfaisante ou encore les émotions et la spiritualité. Donc c'était une proposition. On s'est dit qu'on va encore faire du montage un peu insatisfait, de façon stratifiée. Donc la notion de qualité de vie s'avérait insatisfaisante, car il s'agit d'une démarche centrée davantage sur la santé que sur la gestion des occupations. Donc ce constat m'a demandé de changer drastiquement de paradigme, c'est-à-dire un modèle théorique ou courant de pensée. Et je me suis dit comment on peut appréhender le quotidien d'une personne qui a des TOC un peu autrement. Donc rapidement, je suis tombé sur la notion d'équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, qui vraiment est une notion importante en psychologie sociale, en management. Mais en fait, on s'est dit que c'est quand même une dimension un peu binaire. Et puis il n'y a pas que la vie au travail et la vie tout court, il y a aussi d'autres choses. Ça bouge des fois, je me dis que pourquoi je mets ça. Il y a eu aussi la compréhension des patrons d'occupation. Entendez par patrons d'occupation les agencements de nos occupations du quotidien. Pourquoi on se lève de cette façon-là, puis après on va toujours faire cette occupation-là, pour ensuite terminer par celle-là, où on appelle ça des routines occupationnelles. Et Berger-Holm qui a identifié un modèle un peu intéressant, avec des situations d'inertie dans sa journée. On ne va pas forcément être en activité intense, des situations d'équilibre de vie, où notre gestion de la journée est plutôt adaptée, et des situations de surmenage qui est vraiment intéressante. Là, on se dit avec les TOC, il y a peut-être des choses à faire. Donc j'ai continué mon exploration des écrits, des concepts, et j'ai identifié aux États-Unis beaucoup de choses sur les Big Four. C'est d'Adolf Meyer, il est suisse, mais qui a été une figure clé de la psychiatrie américaine, qui identifiait que pour qu'une journée soit bien complète, il faut qu'elle soit composée de façon homogène, le homogène est important, par 4 occupations importantes, c'est le sommeil, le travail, les loisirs et le repos. Et là, on a quand même identifié une autre occupation, c'est le repos, qu'on n'avait pas forcément pris en compte systématiquement ensuite. Il y a un modèle scandinave de Christiansen qui identifie aussi 4 composantes importantes et il remplaçait le repos par les soins personnels. Donc du coup, vous voyez que dès qu'on retire une occupation, il y a une situation de déséquilibre, mais ça donne un peu un aspect normatif dans la gestion de nos occupations. Donc on s'est dit, c'est pas encore ça qu'on cherche. Donc du coup, dans mon cheminement, j'ai identifié l'équilibre de travail, de vie sociale, l'équilibre de style de vie, lifestyle balance, l'équilibre occupationnel, l'engagement dans la gestion des occupations quotidiennes, l'observation de l'emploi du temps ou encore l'équilibre de vie. Et du coup, c'est celui-là que j'ai retenu et je vais vous dire pourquoi. Alors pour certains auteurs, l'équilibre de vie est confondu avec l'équilibre occupationnel. On se dit avec ça, je ne vais pas aller très loin.
Donc pour d'autres auteurs, l'équilibre occupationnel est une composante importante de l'équilibre de vie, au même titre que la connaissance de soi, la relaxation ou les relations interpersonnelles. Du côté de l'auteur de référence, Emma Tuska, sur le concept d'équilibre de vie, elle considère que l'équilibre de vie, c'est un processus dynamique et interdépendant qui correspond à la congruence et l'équivalence des occupations. Là, déjà, je vous ai perdu, mais je vais vous l'expliquer juste après. Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, tout d'abord, il y a une situation d'équilibre de vie qui donne lieu à des retombées positives sur la santé physique, sur la santé mentale, sur la vie sociale, en raison de besoins satisfaits, d'un sentiment de bien-être et d'un faible niveau de stress, qui marche très bien avec notre situation d'anxiété dans le cadre des TOC. Il y a une deuxième situation, c'est une situation de déséquilibre de vie qui provoque des conséquences délétères pour la santé physique, la santé mentale et la vie sociale, du fait de nombreux besoins satisfaits, d'un sentiment de mal-être et d'un niveau élevé de stress. Pour la congruence, c'est-à-dire l'adéquation entre le temps consacré, entre le temps que consacre un individu à la réalisation des occupations et le temps qu'il souhaiterait y consacrer. J'aimerais bien travailler 2 heures et je ne travaille que une demi-heure parce que j'ai passé 1h30 de TOC. Donc ça, c'est un problème de congruence des occupations. Et il y a l'équivalence des occupations qui correspond à la satisfaction des activités réalisées par rapport à la satisfaction des occupations souhaitées, jugées importantes et significatives par l'individu. J'aimerais bien passer de temps avec mon enfant, sauf que je dois gérer mes rituels et mes compulsions. Je ne peux pas suffisamment passer de temps avec lui ou avec elle. Autre chose, l'équilibre de vie correspond ainsi à la satisfaction du temps passé à réaliser des occupations pour répondre à 4 besoins fondamentaux qui ont été explicités par l'auteur de référence, Matuska. Le premier, c'est la capacité à satisfaire des besoins de santé et de sécurité. Donc on gère nos occupations du quotidien, notre vie quotidienne, pour notamment satisfaire ce besoin-là. Le deuxième besoin, c'est la capacité à avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Parler sereinement avec son conjoint, avec sa conjointe, prendre du temps de discussion avec son voisinage qu'on ne connaît toujours jamais assez, ou des fois on ne veut pas les connaître. Le troisième besoin, c'est la capacité de se sentir engagé, mis au défi ou compétent. Là, les 99 slides, on est pas mal, là je suis à peu près à plus de la moitié. Et enfin, la capacité à donner du sens et avoir une identité personnelle positive qui est vraiment importante, qui va soutenir l'équilibre de vie d'une personne. Alors, une fois qu'on a identifié ça, l'idée c'est de faire aussi une recherche exploratoire participative. Donc on est parti d'un projet initial de créer un Living Lab au sein de l'ICM, au sein du centre de recherche, un laboratoire de vie où on va reconstituer une chambre, un séjour, une salle de bain et voir comment les personnes qui ont des TOC vont pouvoir manifester les TOC. Et là je dis, c'est pas bon ça, parce que du coup une personne qui a des TOC peut se réfréner, donc se contrôler, du coup de faire quand même des activités au sein de ce Living Lab, mais dès qu'elle va arriver chez elle, tout va exploser. Donc du coup, pendant plusieurs mois, j'ai défendu, petit ergothérapeute, vous vous souvenez, je ne suis qu'ergothérapeute, le fait de dire, on va passer d'un gros projet quantitatif avec un N important, un échantillon important, à quelques participants, mais dans un terrain de recherche difficile d'accès, c'est celui du domicile. Donc une fois à domicile, on a repris les différents critères des compulsions, des obsessions, et je les ai créés sous forme de légende avec un petit flocon, une flèche qui tourne sur la droite, il n'y a aucun sens avec ça. Et quand je me rendais au domicile de la personne, rapidement sur croquis, je prenais soit en photo avec son accord, soit sur dessin, l'agencement des pièces à vivre, et une fois au centre de recherche, dans un après-coup, on pouvait identifier les situations de TOC qu'on a pu mesurer ou que la personne a pu mentionner pendant la visite à domicile. Moi, je parle toujours d'intervention à domicile. La visite, moi, je visite les musées. Quand j'interviens au domicile, je fais quelque chose. Donc, j'interviens. Donc, vous voyez que dans le séjour, dans la chambre, il y a des compulsions de collection. Donc, elle a tendance à accumuler beaucoup de vêtements qu'elle ne va pas forcément porter. Pareil, dans la cuisine, vous avez vu apparaître des nouveaux symboles, celui de compulsion de rangement. Les flèches de droite, c'est plutôt des compulsions de vérification. La personne va regarder à chaque fois si les verres sont bien rangés de cette façon-là, parce que sa fille va sans doute parfois les bouger. On a en bleu des obsessions de contamination et de collection. C'est une personne qui va compter 25 fois lorsqu'elle va se laver les aisselles, 25 fois de l'autre, et l'ensemble de ce temps de vérification va prendre pratiquement 1 heure pour se prendre la douche seulement. Et le B, c'est ce sont des obsessions de collection où il y a tous les shampoings, il y a une 40aine de shampoings qui rebordent autour de la baignoire.
Et à ce moment-là, on va commencer à quantifier les temps de TOC qu'on a soit mesurés, soit qui ont été mentionnés par la personne. Donc vous voyez que sur la table basse, au niveau du coin séjour, c'est un TOC de comptage où la personne va laver sa table 5 fois dans un seul sens pendant 30 minutes. Donc là, vous voyez que je l'ai fait rapidement, pendant 30 minutes. Pareil pour les toilettes, elle va nettoyer les toilettes 80 fois avec la petite balayette et ça va lui prendre 1 heure. Et bout à bout, on arrive à avoir aussi des compulsions de lavage. C'est une personne qui va passer le balai ou l'aspirateur suivant l'alignement des lattes du parquet. Et quand on prend chaque centimètre ou chaque espace, ça prend 10 minutes à chaque fois. Donc ça passe 4 à 5 heures par jour pour passer seulement l'aspirateur, plus les 1 heure des toilettes, plus les 30 minutes de la table basse, etc., etc. On a fait la même chose avec ce logiciel-là qui coûte que seulement 15 €. On est passé de 2D à 3D pour pouvoir présenter ces éléments-là aux personnes qu'on identifie avec un statut particulier. Ce sont des participants experts-chercheurs. Dans un modèle d'empowerment, de soutenir le pouvoir d'agir des personnes, ce n'est pas nous qui venons avec nos bons savoirs, c'est les personnes qui sont experts de leur propre situation, de leur propre gestion des occupations, et je n'ai pas dit de leur propre maladie, gestion de leurs occupations. Voilà, donc c'était vraiment de toute façon aussi avoir des outils imagés qui nous permettent de travailler ensemble alors qu'il y a des personnes qui sont experts de leur situation. Nous, on est parfois experts de la méthodologie ou de la clinique. Et en fait, dans le constat qu'on a fait, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'imagé, c'est qu'on identifie pour cette personne-là 30 heures de TOC. Oh, pardon, bah voilà, c'est ça les joies des animations. 7h30 de TOC mesuré à domicile contre les 4 heures de TOC évaluées à l'hôpital par le psychiatre, ce qui fait quand même un delta important, parce qu'on minimise toujours la partie des obsessions et on privilégie la partie gestuelle des compulsions. Donc pour ça, on s'est dit, on va créer un chronoergomètre. C'est une cartographie spatiale, temporelle des TOC. C'est pas spatial, c'est temporel. Donc là, c'est un schéma simplifié. On va faire un répertoire des occupations, savoir comment la personne elle gère ses occupations avec une journée un peu type. Et de la même façon avec les TOC. Et on va transposer. Et là, si vous transposez les deux cercles circadiens, ben on se rend compte que lorsqu'elle est dehors, lorsqu'elle est au travail, lorsqu'elle va faire ses courses, elle a moins de TOC. Parce que vraiment, les TOC sont centré par rapport à la gestion de sa vie quotidienne à domicile. De la même façon, c'est que son sommeil est perturbé par des réveils nocturnes pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire le lendemain dans la gestion de ses TOC. Donc on voit que la qualité du sommeil est vraiment perturbée. J'ai aussi participé à créer une écocarte qui est déjà comme les génogrammes qu'on trouve en psychologie sociale, où on met la personne au premier plan et on identifie avec elle quelles sont les personnes qui sont de soutien dans son réseau social. Et on va identifier l'ordre d'apparition des personnes, mais aussi la proximité qu'elle va faire spontanément par rapport à elle, qui sera toujours au centre. Ce sont autant de personnes qu'on va pouvoir solliciter avec son accord pour pouvoir la soutenir dans la gestion de ses occupations quotidiennes. Et là, vous voyez que aussi visuellement, on ne voit pas de relation rouge, il n'y a pas de cercle ou de carré rouge. C'est-à-dire que c'est une personne qui est quand même seule dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale. De la même façon, on ne voit pas de cercle ou de carré violet. Donc c'est une personne qui ne travaille plus actuellement. Et vous voyez qu'on le voit très facilement visuellement. Et ça, les psychiatres, ils aiment ça parce qu'ils ne veulent pas nous le lire quand on fait des comptes rendus. Rôle des ergothérapeutes au domicile, des personnes qui présentent des TOC. Or, du coup, il s'avère qu'on ne mise pas encore assez ou encore sur l'ergothérapie pour accompagner les personnes qui présentent des TOC. Donc, c'était vraiment une recherche exploratoire. Il n'y a pas d'ergothérapeutes qui viennent à domicile actuellement pour assurer la gestion de leurs occupations et anticiper à domicile les changements de leur style de vie. Et il faut savoir qu'avec 10 000 ergothérapeutes en 2015, on est 12 000 actuellement, on n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de compétences. Ça veut dire qu'il y a 57 000 psychologues actuellement en France, en 2016, 223 000 médecins, dont 15 000 psychiatres seulement, 660 000 infirmiers, je n'ai pas les chiffres des infirmiers en santé mentale, pour, vous vous souvenez, 52 000, merci, pour 1 million de personnes qui ont des TOC actuellement. Donc vous avez vu que la notion de goutte d'eau, on est vraiment dans le bain. Alors, il existe plusieurs recours thérapeutiques proposés aux personnes qui ont des TOC. Cela concerne des thérapies cognitives et comportementales, la TCC, qui fait pour l'instant preuve de consensus actuellement, avec des traitements pharmacologiques de type inhibiteur de recapture sélectif de la sérotonine, IRSS. Souvent, l'action des deux est plutôt privilégiée. Toutefois, leur efficacité est relative avec seulement 20% de réussite dans le cadre de TOC sévères. C'est pour ça qu'il y a des expérimentations actuellement qui sont menées liées à la stimulation magnétique transcrânienne, à la stimulation cérébrale profonde,
mais la HAS, la Haute Autorité de Santé, indiquait que les résultats étaient prometteurs, mais que des questions essentielles restent à résoudre, telles que l'aspect invasif et irréversible de certaines pratiques ou interventions chirurgicales, ou la prise en compte de certaines situations de syndrome post-traumatique qui peuvent apparaître après les opérations. Donc des situations nombreuses de non-recours aux soins apparaissent. Les personnes se sentent souvent trop honteuses pour reconnaître la manifestation des TOC. Elles redoutent le jugement d'autrui, y compris celui des membres de leur entourage. Elles craignent aussi que tout changement, même positif, avec un gros potentiel positif, dans leur vie, augmente leur niveau d'angoisse. Et de ce fait, peu de personnes qui souffrent de TOC osent consulter un praticien quel qu'il soit. Donc cette recherche exploratoire a été menée en Île-de-France auprès de personnes qui ont des TOC. Elle s'appuie sur un devis mixte. D'un côté, des données qualitatives qui ont été recueillies avec des entretiens semi-dirigés à domicile, avec l'analyse de contenu par une méthodologie Bardin qui permet d'identifier des principales difficultés dans le quotidien. Et de l'autre côté, l'inventaire de l'équilibre de vie qui a été administré pour chaque participant sur une durée de 30 mois, avec un test non paramétrique de Wilcoxon. Donc, c'était une recherche pré- et post-test avec les inventaires de l'équipe de vie. Et puis, entre deux, on intervient au domicile pour proposer des stratégies d'adaptation. Donc, avec une collègue psychologue, ma recherche doctorale s'est inscrite dans un projet plus vaste qui était financé par l'IRESP à hauteur de 150 000 €. L'IRESP étant l'Institut de recherche sur les études en santé publique. Et du coup, elle était compétente pour pouvoir proposer des échelles d'évaluation clinique avec la Y-Box, des échelles de dépression, d'anxiété, d'invalidité. Et moi, de mon côté, en étant en sociologie, je menais aussi les entretiens ethnographiques sur l'épanouissement de la personne, les répercussions occupationnelles, les retombées familiales et la notion de fardeau, ou encore la qualité du soutien social et l'impact financier. Je vous présente rapidement un petit peu la situation des 8 répondants. Donc on a des personnes majoritairement célibataires, mais aussi pouvant être mariées ou en union libre, souvent sans enfants. Ça, c'est aussi vous vous souvenez des 57% des personnes qui vont limiter leur situation, leur vie sentimentale. Mais aussi des professions avec des hauts niveaux d'études, des postdoctorants en biologie, comme des inspecteurs des comptes, des informaticiens, une styliste en invalidité, et des personnes qui vont anticiper leur retraite. Vous sentez qu'à un moment, l'adaptation de la vie professionnelle n'est plus permise, avec des départs des enseignantes à la retraite anticipée. Les traitements pharmacologiques ne sont pas toujours suivis, ou toujours un manque d'observance des traitements dans les cas de situations d'anxiété. Et vous avez vu que tout le monde n'a pas suivi un programme de TCC. Durant cette étude, nous avons mené du coup auprès des participants qu'ils avaient des difficultés pour avoir des habitudes saines de sommeil et maintenir l'exercice physique, d'autant plus qu'on prend du poids avec les anxiolytiques. Maintenir des activités sociales avec son entourage ou nouer des relations sentimentales, c'était en lien avec les études qui avaient été menées. Acquérir des compétences au travail et s'adonner à des loisirs avec des situations d'incapacité, d'ennui, de frustration. Ou encore prendre soin de son apparence et réaliser des tâches domestiques. Et du coup, on avait pu soumettre cette étude-là à la revue canadienne d'ergothérapie. On a mené aussi des entretiens semi-dirigés par rapport aussi, et puis on a fait du coup des études de contenu. Et par rapport aux 4 besoins de l'inventaire de l'équipe de vie, assurer les soins personnels, avoir des habitudes saines de sommeil, eh bien voici des verbatims, des extraits d'entretien. Et Madame N disait que à cause de ces TOC, elle néglige sa santé, elle néglige son bien-être, elle néglige sa vie familiale, car sa vie est dictée par son anxiété et tous ses rituels. Donc on voit vraiment l'importance de ces TOC au quotidien. De même, Monsieur Z, 43 ans, il est en couple. Il dit qu'au quotidien, il fait face à beaucoup de difficultés pour gérer ses TOC. Et quand il parvient à trouver assez de ressources pour mieux se sentir, il est encore trop éprouvé physiquement et mentalement pour avoir une vie sociale et personnelle suffisamment épanouie. Et ça, les recherches qualitatives permettent vraiment de soutenir ces épreuves de la vie, cette souffrance quotidienne. Madame C, elle est prisonnière dans son domicile. Ses journées se ressemblent entre dépoussiérage des meubles, nettoyage des sols, alignement des bibelots. Et son rêve est de pouvoir se reposer, ne serait-ce qu'une simple sieste, car les conditions de vie durant sa retraite anticipée sont désastreuses et éreintantes. Et enfin, Madame P, qui dit qu'elle est honteuse de le dire, mais à cause de la simple angoisse de toucher la poignée de sa porte d'entrée, elle peut rester prostrée chez elle plusieurs jours. Une fois, ça lui a duré jusqu'à 4 jours, sans voir du monde, sans se laver, et parfois en mangeant seulement du riz, car toutes les sorties dans son carrière lui étaient insurmontables. Donc du coup, à travers toute cette étude-là, on a pu identifier des stratégies d'adaptation.
pour faire face aux situations de déséquilibre dans les occupations. La première, c'est une stratégie comportementale, telle que la délégation de certains rituels à la famille, des stratégies occupationnelles comme des freins volontaires à l'avancement en carrière. Je ne vais pas prendre ce poste-là, malgré le fait que ce soit une promotion, parce qu'en prenant trop de responsabilités, je vais avoir trop d'angoisse et je vais avoir trop de toc à gérer. Des stratégies émotionnelles comme faire des exercices de relaxation ou de pleine conscience. Des stratégies sociales comme participer à des comités de partage ou des groupes de parole. Des stratégies cognitives comme utiliser des situations de détournement de l'attention pour ne pas gérer ces tocs sur le moment. Ou encore des stratégies environnementales pour tester des aides techniques ou des dispositifs technologiques pour pouvoir gérer ces tocs au quotidien. Du coup, il y a une méthodologie d'intervention qui s'est faite à domicile. Donc, on pouvait faire toute la partie ethnographique et d'évaluation domicile. Dès qu'on identifiait des situations de handicap, du coup, on réfléchissait avec les personnes sur des solutions qui pouvaient être faites. On les testait au centre de recherche. Et une fois validation de la personne, on les mettait en place chez elle après validation. On a pu utiliser des échelles standardisées qui s'appellent l'inventaire de l'équilibre de vie, qui du coup identifie jusqu'à 53 activités de la vie quotidienne qui sont mesurées avec la situation de, est-ce que la personne fait toujours moins, parfois moins, autant qu'avant, parfois plus ou toujours plus dans la gestion de ses occupations. On a utilisé aussi un programme de réalité virtuelle. Donc, vous vous souvenez, on est passé de 2D à des projets en 3D. Et ce logiciel permet aussi de naviguer en 3D dans l'environnement domiciliaire que j'avais du coup conçu. Ce qui permettait de venir dans l'après-coup sur l'identification des situations de TOC ou dites situations tocogènes. Et en fait, lorsqu'on vient au domicile, imaginez-moi en train de faire des dessins dans tous les sens au brouillon, parce que c'est très difficile de rester longtemps au domicile, hein, ça peut générer de l'anxiété. Et la personne, elle est elle-même dans la gestion de son anxiété, de savoir qu'est-ce qu'ils font là chez moi, même si j'ai donné mon accès. Et donc du coup, le fait de pouvoir prendre toutes ces informations-là, de les reporter à distance en 2D et en 3D, on pouvait inviter les participants à revenir au centre de recherche pour pouvoir savoir, bah, tiens, quand on se déplace dans votre environnement, qu'est-ce que vous avez comme TOC? Et là, du coup, on avait une évaluation très qualitative qui prenait du temps, mais qui était tout à fait sereine pour les participants. Donc au niveau des modélisations, ça c'était en 2015, hein, c'était un peu pixelisé, on n'était pas très loin des Sims, mais du coup, au niveau de la texture, c'est juste pour vous montrer, au niveau des tableaux, on arrivait quand même à donner un peu de texture, parce que tout se fait dans le détail. C'est pas un tableau noir sur blanc, c'est ce tableau-là, bariolé de plein de couleurs, qui fait l'objet de TOC, parce qu'elle ne peut pas le jeter, même ça prend de la place sur son étagère. Donc voici un petit peu du coup, une animation dynamique de comment on pouvait se déplacer dans l'environnement de la personne. Et là, c'était un programme, hein, notre recherche a été passée en CPP et puis avec la CNIL, avec du coup la possibilité d'utiliser des caméras ou une photo qui permettait à la personne de vérifier à distance si son lave-vaisselle était bien fermé. Elle a interrompu son travail à cause de ça notamment, et lorsqu'elle faisait ses courses, elle pouvait laisser son caddie de course à moitié plein, de peur que sa fille ouvre le lave-vaisselle alors qu'elle avait l'interdiction de le faire. Et lorsque sa fille le faisait, elle pouvait lancer son lave-vaisselle jusqu'à 3 à 4 fois, et passer presque 2 heures à 3 heures de temps pour ranger les verres, les couverts, les assiettes, selon un rituel très spécifique. Donc ça lui prenait 6 heures de rituel à chaque fois. Donc du coup, on pouvait avoir du coup une vérification à distance. Alors il n'y a pas de déplacement. Le risque c'est toujours le déplacement du TOC. Hein. Vu que je peux vérifier à distance, mes TOC, je vais les remettre ailleurs. Mais en fait, la possibilité qu'elle puisse vérifier dans sa poche que le lave-vaisselle est bien fermé, elle a pu au bout des 3 jours effectivement le regarder. Puis après, elle pouvait du coup s'adonner à des occupations comme son activité professionnelle ou aller faire ses courses, parce qu'elle avait toujours la possibilité de le faire et elle pouvait du coup le gérer comme ça. Vous vous souvenez de la personne qui avait jusqu'à 4 heures de repassage pour passer l'aspirateur? On lui a proposé le iRobot. À l'époque, c'était une innovation. Maintenant, on le voit chez Darty et la Fnac et autres magasins. Et du coup, ça lui a permis de gagner 4 heures par jour. Mais on fait quoi de 4 heures de TOC par jour en moins? Vous vous souvenez, le déplacement, c'est ça le risque. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On anticipe cette situation-là et on va promouvoir des occupations significatives, satisfaisantes, qu'elles puissent compenser, qu'elles soient occupées, mais positivement. Ça, c'est une personne qui ne s'était pas assise sur son canapé depuis 5 ans. On avait une designer industrielle dans l'équipe. On s'est dit, on a les budgets, on vous change votre canapé qui fait des plis, parce que c'est à cause des plis, par un fauteuil club. Moi, j'adorerais avoir un fauteuil club chez moi. Sauf que la personne dit, non, je veux mon fauteuil qui, d'un point de vue esthétique, est tout à fait contestable, mais je veux pas votre fauteuil club, parce que c'est le fauteuil que mes parents m'ont offert quand j'avais 18 ans. Même si ça fait 5 ans
que je ne me suis pas assise dessus, je veux garder mon canapé. Donc on s'est dit comment on va faire. Donc étant ergothérapeute, je suis formé à de la veille technique et on propose ça à des personnes qui ont des douleurs lombaires. C'est un sursiège qui est à la fois matelassé et dur, qui permet d'augmenter le fameux polygone de sustentation qu'on nous a toujours expliqué en fac de médecine. Et à la fin, le fait d'augmenter la répartition du poids du haut du corps, ça faisait moins de plis. On l'a testé au centre de recherche, la personne l'a validé, elle l'a implémenté chez elle et elle s'est retrouvée avec une nouvelle situation de repos à domicile. Donc ça, c'était intéressant. De la même façon, une autre personne qui avait des tocs pour voir s'il n'y avait pas des feuilles d'arbres qui pouvaient se cacher dans sa boîte aux lettres, dans les recoins. Alors la situation des tocs là, elle prenait 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc elle pouvait arriver au travail à cause de ça. Et cette situation était assez particulière parce que c'était dans les parties communes de la copropriété. Donc elle pouvait tout à fait être sous le vent de ses voisins qui remarquent qu'elle passe beaucoup de temps avec sa boîte aux lettres. Donc l'idée, c'est de dire, si visuellement on comble ces parties-là, vous allez gagner du temps. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec une imprimante 3D. On a comblé les parties occultées et ça lui a fait gagner 40 minutes par jour pour pouvoir s'adonner à d'autres occupations. Oui. Une autre personne aussi, la gestion du temps, la gestion financière était importante. Et là, on a une personne qui sont aussi en situation d'invalidité, donc elles ont des ressources limitées. Et après le paiement de leur loyer, c'est une personne qui n'avait que 200 € de pouvoir d'achat, y compris pour les budgets alimentaires, pour pouvoir vivre au quotidien. Puis au fil du temps, quand on intervenait, c'était se passait des fois de 2 à 3 semaines, des fois 2 à 3 mois. Il y a une relation thérapeutique, une relation de confiance qui doit s'établir. Et elle nous avoue, avec beaucoup de honte, qu'elle avait un box où elle entreposait plein d'affaires. On s'est dit, ok, est-ce qu'on peut vous accompagner ? Oui, dans 3 mois, ok, bon. Et en fait, ce box faisait 5 mètres carrés, 5 mètres cubes, et ça lui coûtait 110 € par mois. Et on s'est dit, on ne va pas tout jeter, qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça ? Il y a des choses à jeter, des choses que je voudrais vendre et des choses que je veux garder. Donc au lieu d'être disruptif et d'être trop radical, on s'est dit comment on peut passer de 3 mètres cubes à 2 mètres cubes, ce qui ferait un gain d'économie de 60 €. Parce qu'en 5 ans, elle a déjà dépensé 7 000 € pour ce box dont elle n'utilise absolument pas les affaires. Donc vous voyez comment on peut aussi gérer les ressources financières qui lui permettront d'avoir un meilleur pouvoir d'achat, d'avoir une meilleure qualité de vie et de pouvoir s'adonner à des occupations de sport ou d'avoir du temps pour sortir. On a aussi essayé d'être dans une logique de communauté de pratique. On a créé une plateforme numérique de partage d'expériences qui s'appelait AltoTalk. Elle a été fermée depuis parce que c'était pour le cadre de la recherche. Et on faisait aussi beaucoup d'interventions dans des groupes de parole au niveau de l'hôpital Sainte-Anne pour pouvoir aussi documenter les personnes qui étaient concernées par ce programme de recherche qui permettait aussi de proposer des fois des appels à recrutement, mais aussi de pouvoir les informer de l'actualité de la recherche qui les concernait. Du coup, je vais juste passer directement ici. Donc on a aussi passé, vous vous souvenez, l'échelle d'équilibre de vie. Donc on a aussi des éléments statistiques dans le devis mix. Je ne vais pas forcément aller en détail sur ça. Mais on a vu qu'en 2 ans, on est passé sur des situations très déséquilibrées de l'équilibre de vie à des situations déséquilibrées sans un soutien important. On était des chercheurs, on n'était pas en situation de cliniciens. Donc on se dit, si on les accompagne avec un programme organisé, ça peut être tout à fait favorable, d'autant plus favorable. Et de la même façon, on a pu du coup voir que les capacités à satisfaire les besoins de santé, de sécurité, et la deuxième capacité à donner du sens à une identité positive, c'était des capacités qui étaient significativement positives dans le cadre de ce projet-là, et qui étaient beaucoup plus difficiles à une personne d'avoir la capacité à avoir des bonnes relations sociales, ou encore à se sentir engagée ou mise au défi. Donc il importe ainsi aux ergothérapeutes de permettre l'accomplissement d'une bonne quantité, mais aussi d'une bonne variété d'occupations pour maintenir un bon équilibre dans ces occupations. Il s'avère qu'en France, on est dans une logique très institutionnelle et que l'hôpital ou l'institution n'est pas toujours au cœur du bassin de vie. Et les professionnels hospitaliers sont parfois à distance ou méconnaissent souvent les problématiques qui surviennent dans l'environnement domiciliaire, même si les infirmiers, vous intervenez aussi en santé mentale et de façon assez exceptionnelle au domicile, chose que les ergothérapeutes font très peu. Donc nous devons ainsi dépasser le cloisonnement professionnel et il est donc nécessaire en santé mentale de construire des ponts entre les professionnels de santé, et je l'ai changé parce que j'avais mis professionnels paramédicaux et je rejoins la personne qui l'a dit, afin de créer des nouvelles dynamiques de pratique. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez trouver la présentation à ce...
Si vous prenez votre téléphone, juste avec l'appareil photo, sans prendre de photo, et normalement vous vous approchez tout à l'heure à la pause, vous pouvez flash coder, vous avez déjà la présentation qui apparaît automatiquement. Ou sinon, il y a l'adresse URL. Merci beaucoup, Monsieur Hung. Donc, c'est une présentation qui a clairement suscité beaucoup de réactions de la part de l'auditoire. J'aimerais ouvrir la période de discussion à vous. Qu'est-ce que ça suscite, ce type de projet? Donc, je trouve que vous n'avez pas trop de compassion pour ces personnes-là parce que j'ai un ami qui a des TOC. Je voudrais vous dire, d'une part, j'ai entendu un psychiatre qui faisait une conférence et au bout de 40, il nous disait qu'avant 45 ans, il ne savait pas ce que c'était la souffrance de cette maladie. Et un autre psychiatre, il disait, mais quand je vois ces gens pleurer, quand je vois ces gens crier et tout, la souffrance et tout, c'est terrible. Donc, cet ami qui a des TOC, il avait des parents, il est allé à Grenoble, il a fait des études, il a travaillé dans les télécoms et il a toujours été seul. Et souvent, il tombait, je l'ai vu prendre des crises d'angoisse et tout, mais les gens tout à l'heure dans l'hôpital, ils souffraient beaucoup, c'est vrai. Mais là, la plupart, ils ne vont pas dans les hôpitaux, ils vont dans les cliniques ou quelque chose, mais ils ne sont pas vraiment soignés. Et c'est aussi, pour moi, cette maladie, ça engendre de la souffrance à ces personnes qui est quand même assez dure et pénible. Et souvent, elles sont assez seules. Voilà ce que j'ai à dire. Il faut aller les côtoyer, il faut les vivre. Moi, c'est une personne que je connais depuis environ 40 ans. Donc, j'ai suivi son parcours et tout. Et il est encore seul. Et moi, j'ai ressenti la souffrance qu'il avait quand il prenait ses crises de solitude là chez lui. Je ne sais pas, c'est pénible. Quand il m'appelait, il tombait dans la rue, eh bien, il fallait aller le chercher parce qu'il pouvait se relever et tout. Alors quand vous le voyez, apparemment, il n'a pas de problème psychique. Hein. Il sait très bien ce qu'il dit, ce qu'il fait et tout. Mais c'est quand même dur pour lui. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à bien soigner cette personne, à ces gens-là. Mais je ne sais pas, il faut avoir de la compassion pour ces personnes pour qui cette maladie, elle est aussi pénible que les autres maladies mentales, hein, à mon avis. Oui. Je vous remercie. Effectivement, ce que vous dites est tout à fait vrai. Après, dans la compassion, souffrir avec n'est pas forcément dans notre démarche, mais on est tout à fait dans une démarche empathique. Et on a bien vu la souffrance que pouvaient vivre au quotidien les personnes. Sauf que dans la vie, il n'y a aussi pas que de la souffrance. Et ça, on a pu aussi être témoin. Et c'est important de le dire de cette façon-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions au sujet de ce type de démarche? Je veux bien faire une remarque. Vous comprenez pourquoi j'ai invité certainement Yannick. Quand j'ai entendu effectivement ta présentation la première fois, cette systématisation dans le processus de recherche, le travail de mettre les outils opérationnels de la recherche au service du chercheur, la modification successive de paradigmes. Et puis quand même si on est dans une démarche exploratoire, quand même des idées qui sont des idées forces, aller au plus près des difficultés de la personne en souffrance pour essayer d'améliorer effectivement sa situation au quotidien en utilisant ici des outils high-tech, entre autres. Voilà. Donc il y a certainement des éléments qui ne sont pas comparables parce que c'est une recherche exigeante et lourde, mais il y a des idées qui sont quand même directrices et reproductibles. J'ai une question rapide. Dans la discipline des sciences de l'ergothérapie, est-ce que ce type d'approche, c'est commun? Est-ce que vous pensez qu'il y a un bon accueil pour intégrer ce type de démarche, justement au domicile des personnes? Parce que, justement, ce n'est pas quelque chose qui est très commun, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une ouverture pour ça? Du coup, c'est pour ça que je suis d'autant plus content d'être devant vous et aussi dans les conditions où j'ai rencontré M. Langtin, c'est que ma communauté d'ergothérapeutes en France n'a pas forcément pris beaucoup le pli de ma recherche. Elle a vraiment beaucoup plus eu de déploiement au Québec, en Suisse ou encore en Belgique. Là, je vais à Bruxelles dans 2 mois. Parce qu'on est encore dans une logique biomédicale, avec sous tutelle, aussi de façon institutionnelle. Et je pense qu'il faut qu'on puisse aussi changer avec le temps. Le changement demande toujours du temps.
avoir des propositions nouvelles, exploratoires, qui demandent aussi des évaluations. Et puis si ça ne marche pas, on revient en arrière, on propose autre chose. Et du coup, en France, ça n'a pas forcément pris le virage que j'espérais, mais d'un côté, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes, donc je n'étais pas très déçu. Mais l'autre côté, c'est que cette recherche est hautement ancrée, pas en ergothérapie en soi, mais en sciences de l'occupation. Et c'est une science qui est vraiment structurée aux États-Unis, dans d'autres pays scandinaves. Là, on voit vraiment qu'ils sont dans cette dynamique-là et qui mettent aussi en avant les recherches SHS, en sciences humaines et sociales, et pas que sur des recherches randomisées, quantitatives, qui ont une vraie place, une grande place dans la recherche en santé. De pause, s'il n'y a pas de questions. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. On passe maintenant à la pause. On se donne 20 minutes.